Elle n'a pas bronché, ni lorsque Bruno Korsma a frappé violemment le mur de l'allée à côté de sa tête, ni lorsque ses trois gardes du corps se sont déployés derrière lui, bloquant la seule issue. Alors que n'importe quelle autre serveuse du quartier se serait mise à genoux pour supplier, Ana Hernandez est restée debout, tenant son plateau vide en équilibre, l'air fatigué. L'homme qui la dominait de toute sa hauteur était Bruno Quaresma, l'aube qui contrôlait chaque pavé de ce quartier brûlé par le soleil, un homme qui enterrait ses problèmes dans les collines avant le déjeuner. Il s'attendait à de la soumission. Il s'attendait à de la docilité. Au lieu de cela, elle déplaça son poids et, dans un mouvement rapide qui défiait la chaleur paresseuse de l'après-midi, pressa le canon d'un Beretta volé directement sur son cœur et murmura 4 mots qui poussaient en ses propres hommes à braquer leurs armes sur lui. « Ne me mets pas au défi, Bruno. » Le silence était suffocant. Le sourire narquois de Bruno s'évanouit sur ses lèvres, tandis qu'Anna remontait lentement et délibérément sa manche gauche. Là, marqué sur son avant-bras comme une cicatrice d'une autre vie, se trouvait une petite flèche dentelée. La marque du tribunal. Le garde du corps nommé Luca pâlit, son arme tremblant alors qu'il la redirigeait du dos d'Anna vers la tête de Bruno. Les 2 autres suivirent son exemple, leur entraînement l'emportant sur leur loyauté. Car dans le monde souterrain, la flèche surpassait n'importe quelle aube. Et l'Eufretia, le fantôme, le mythe, la légende qu'il croyait morte depuis 5 ans au Monténégro, se tenait là, vêtue d'un tablier taché de sang, bien vivante, le doigt sur la gâchette et l'ancienne loi de son côté. Le monde de Bruno avait basculé et il ne comprenait pas pourquoi. Son pouls battait dans ses oreilles, couvrant les bruits lointains de la place du marché au-delà de la ruelle. Mais le pistolet contre sa poitrine était stable, trop stable pour une serveuse effrayée. Mais ce sont les points rouges qui dansaient sur son torse qui lui ont asséché la bouche. Ses propres hommes, ses propres soldats, le peignaient comme une cible. Luca. Sa voix était plus rude qu'il ne l'aurait voulu, dépouillée de l'autorité suave qui lui permettait habituellement de commander. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» Luca ne répondit pas immédiatement. Le visage du garde du corps avait pris la couleur d'un vieux journal. La sueur perlait sur ses tempes, malgré l'ombre de la ruelle. Son Glock 19 ne quittait pas le centre de Bruno. Derrière lui, Marco et Stefano maintenaient leur position, formant un triangle de trahison qui n'avait aucun sens sur le plan tactique. Ils auraient dû viser la femme. Ils auraient dû l'abattre là où elle se tenait. « Baissez vos armes », ordonna Bruno, forçant Steele à revenir dans son ton. « Puisque c'est un ordre direct. »« Je ne peux pas, Don Norman. » La voix de Luca se brisa sur le titre, et cette rupture révéla tout et rien à Bruno à la fois. Ce n'était pas une mutinerie. C'était quelque chose de pire. C'était de la peur. Anna n'avait pas bougé. Le Beretta restait appuyé contre la soie de sa chemise, juste à l'endroit où son cœur essayait de percer sa cage thoracique. Son visage était un masque de calme professionnel, le genre d'expression que Bruno avait vu sur les visages des tueurs qui avaient depuis longtemps cessé de compter des cadavres. De près, il pouvait voir les détails qui lui avaient échappé lorsqu'il l'avait acculé. Les cicatrices sur ses jointures, son équilibre trop parfait pour une employée de service, l'absence totale de panique dans ses yeux sombres. « Vos gars sont plus intelligents que vous, » dit-elle doucement, sans jamais rompre le contact visuel. « Ils connaissent les règles. »« Quelles règles ?» cracha Bruno, son humiliation se transformant en rage. « C'est moi qui fixe les règles dans ce quartier. Je suis la loi ici. »« Tu es un aube, » corrigea Anna, sa voix empreinte de la patience d'une enseignante, s'adressant à un élève particulièrement lent. « Tu contrôles le territoire. Tu collectes les tribus. Tu règles les différences entre les familles. » Elle se déplaça légèrement, et ce mouvement rendit les 3 gardes du corps tendus. « Mais tu n'es pas le tribunal. Tu ne l'as jamais été. » L'esprit de Bruno passa en revue toutes les possibilités, essayant de relier des points qui refusaient de former une image. Le tribunal était une histoire fantomatique, quelque chose dont les vieillards chuchotaient dans des arrière-salles enfumées. Son père en avait parlé une fois, il y a des années, avant qu'une bouteille de grappa ne lui délie la langue. Un ancien conseil, des exécuteurs qui ne répondaient à aucune famille, des règles qui précédaient de plusieurs siècles les familles modernes. Le tribunal est un mythe, dit-il, mais alors même que les mots sortaient de sa bouche, il savait qu'il sonnait creux. Est-ce qu'elle l'est?
Le murmure de Luca trancha la tension comme une lame. Le garde du corps s'était approché, mais son arme ne bougeait pas d'un pouce. Ses yeux étaient fixés sur l'avant-bras dénudé d'Anna, sur cette marque en forme de flèche irrégulière qui semblait avoir été brûlée sur sa peau avec un instrument rudimentaire et médiéval. Don Quaresma, cette marque, mon grand-père m'en a parlé. Avant de mourir, il m'a fait prêter serment. Nous l'avons tous fait lorsque nous avons prêté le serment du sang. Si jamais nous voyons ce symbole, nous devions obéir sans poser de questions. Obéir à une serveuse. Le rire de Bruno était amer, désespéré. Ce n'est pas une serveuse. La main de Luca qui tenait l'arme tremblait maintenant, déchirée entre une loyauté acquise par l'entraînement et quelque chose de plus ancien, de plus profond. Elle est le tribunal. Tu n'es qu'un capot. Ces mots frappèrent Bruno comme un coup physique. Juste un capot. Juste un patron. Juste un homme qui contrôlait 6 pâtés de maisons de restaurants et de tripots et se prenait pour un roi. La femme au tablier taché avait réduit tout son empire à une simple note de bas de page, avec une seule marque sur sa peau. La FIA, souffla Marco derrière lui. Et ce nom avait le poids d'une légende. La flèche, Santa Maria, elle est censée être morte. Je me suis amélioré, dit Anna d'un ton sec. Et pour la première fois, un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur s'amusant avec une proie qui venait de réaliser qu'elle était en cage. Maintenant, Bruno, nous allons avoir une conversation sur le respect, sur les limites, sur l'argent de protection que tu penses que je te dois pour travailler dans ton quartier. Je pourrais te faire tuer, dit Bruno, mais même lui pouvait entendre la faiblesse dans sa menace. Tu peux toujours essayer. Le doigt d'Anna se posa légèrement sur la gâchette et tous les hommes dans la ruelle se figèrent. Mais tes hommes devront te traverser pour m'atteindre. Et même s'ils y parvenaient, même si je tombais, la loi reste la loi. Tue le tribunal et toutes les familles d'Europe viendront te chercher. Ton territoire deviendra un poison. Ton nom sera réduit en cendres. Elle se pencha vers lui, son souffle chaud contre son oreille. Alors demande-toi, Don Quaresma, est-ce que la fierté vaut l'extinction? Les pointes rouges sur sa poitrine brûlaient comme des braises. Le monde explosa avant que Bruno n'ait pu répondre. Le RPG frappa le balcon du bâtiment à leur gauche avec un bruit semblable à celui de Dieu déchirant du papier. Les briques et le mortier se transformèrent en éclats d'obus, tombant en pluie dans un nuage de poussière ancienne et de violence moderne. L'onde de choc frappa la ruelle, projetant Bruno sur le côté contre Anna. Ils tombèrent ensemble dans un enchevêtrement de membres. Le Beretta glissa sur les pavés qui se teintèrent soudainement de rouge. Luca n'eut pas le temps de crier. Un morceau de balustrade en fer forgé, transformé en lance par l'explosion, lui transperça la poitrine et le cloua au mur derrière lui. Son Glock tomba bruyamment sur le sol, sans avoir tiré. Marco était également à terre, la jambe pliée à un angle qui donna la nausée à Bruno. Seul Stefano restait debout, du sang coulant de ses oreilles, la bouche ouverte dans un cri silencieux que Bruno ne pouvait entendre à cause du bourdonnement dans son crâne. Anna réagit la première. Elle réagissait toujours la première, se rendit compte Bruno plus tard, alors qu'il essayait encore d'assimiler le fait que quelqu'un venait de tirer une roquette dans son quartier, son territoire, ses rues. Elle roulait déjà vers le corps de Luca et récupérait son arme avec l'efficacité d'une femme qui avait déjà fait cela 1000 fois auparavant. Son personnage de serveuse s'était évaporé comme de la vapeur. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de froid et de calculé. Une machine conçue pour survivre. Bouge. Sa main agrippa le col de Bruno et le remit debout avec une force surprenante. Il recharge. Qui? La question de Bruno mourut dans sa gorge lorsque la deuxième explosion déchira le café derrière eux. La trattoria, où il avait déjeuné 3 fois par semaine pendant 5 ans, avait tout simplement cessé d'exister. Les tables et les chaises étaient devenues des projectiles. Le magnifique vitrail que sa mère avait commandé s'était brisé en 1000 morceaux, formant un arc-en-ciel mortel. Stefano s'effondra sous une pluie de débris, son corps se contractant comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Anna ne s'arrêta pas pour vérifier s'il était vivant. Elle traînait Bruno vers le fond de la ruelle, vers ce qui semblait être une impasse faite de caisses en bois empilées et de poubelles. Des tirs automatiques criblaient les murs derrière eux,
suffisamment près pour que Bruno sente la chaleur des balles qui passaient. Ses jambes se souvinrent enfin comment fonctionner, et il courut, ses chaussures millénaires glissant sur le sang et les pierres brisées. La marque, haleta-t-il, son esprit n'ayant encore du mal à comprendre. Tu as dit que la loi ne signifiait rien pour les morts, rétorqua Anna en écartant une caisse d'une main, tout en gardant le Glock pointé vers l'entrée de la ruelle de l'autre. Derrière la poubelle se trouvait un grand ferraille, vieux et rouillé, mais utilisable. Elle lui donna un coup de pied, puis un deuxième, et au troisième, il céda dans un grincement métallique torturé. À l'intérieur maintenant. Bruno fixait le trou noir qui menait aux égouts, mais la dernière marche était recouverte de choses qu'il ne voulait pas identifier. Son costume était un Armani. Sa montre était une PEC Fipe. Il était Don Brunosma, et il ne rampait pas dans les égouts comme un rat. Une balle lui arracha le bout de l'oreille. Il passa l'ouverture si vite qu'il faillit tomber. Ses mains cherchaient désespérément à s'agripper à l'échelle. Anna le suivit immédiatement, refermant la grille au-dessus d'eux juste au moment où une ombre tombait sur l'entrée. Elle fit une chute de 3 mètres et atterrit accroupie à côté de lui dans une eau qui lui arrivait aux chevilles et qui sentait la pourriture et des siècles de saleté accumulés. Au-dessus d'eux, Bruno pouvait entendre des voix, dures, sèches, parlant dans un dialecte qu'il ne reconnaissait pas. Ce n'était ni de l'italien, ni tout à fait de l'espagnol. Anna posa un doigt sur ses lèvres, les yeux brillants dans la faible lumière qui filtrait à travers la grille. Son autre main tenait toujours le Glock, que je pointais vers l'ouverture au-dessus de nous. Ils restèrent figés dans l'obscurité, l'eau clapotant contre leurs jambes, tandis que des pas crissaient sur les débris au-dessus de leur tête. Quelqu'un parla dans une radio. Quelqu'un d'autre rit, un rire dépourvu d'humour. Puis les pas s'éloignèrent. Anna attendit encore 30 secondes avant de baisser son arme. Dans la pénombre, Bruno pouvait la voir clairement pour la première fois depuis que le monde était parti en vrille. Du sang coulait sur son visage, se mélangeant à la poussière pour former une sorte de peinture de guerre. Son tablier était déchiré, révélant un gilet tactique qui expliquait pourquoi son uniforme ne lui allait jamais très bien. Et ses yeux, bon sang, ses yeux étaient ceux de quelqu'un qui avait vu des villes brûlées. Qui était-il? Demanda Bruno, sa voix résonnant dans le tunnel. Son oreille le palpitait à l'endroit où la balle l'avait effleuré, du sang chaud coulant le long de son cou. Ceux qui veulent notre mort à tous les deux, répondit simplement Anna, s'enfonçant déjà plus profondément dans l'obscurité. Bienvenue dans mon monde, Capot. Essayez de suivre. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Le réseau de tunnels sous le vieux quartier était un labyrinthe issu de l'ingénierie romaine et du désespoir médiéval, et Anna s'y déplaçait comme si elle l'avait construit elle-même. Bruno la suivait parce qu'il n'avait pas le choix. Ses chaussures coûteuses étaient irrémédiablement abîmées, tout comme sa fierté. L'eau devenait plus profonde à mesure qu'il descendait, suffisamment froide pour engourdir ses pieds, suffisamment épaisse pour qu'il essaie de ne pas penser à ce qui l'attendait. Après ce qui lui sembla être 1 heure, mais qui ne dura probablement que 15 minutes, Anna s'arrêta à un croisement où 3 tunnels convergeaient autour d'une plateforme en pierre surélevée. Elle se hissa sur le rebord sec avec l'aisance d'une gymnaste, puis tendit la main à Bruno. Il l'ignora, se hissant avec un grognement qui lui coûta plus de dignité que d'accepter son aide. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle, déjà en train d'enlever ce qui restait de son tablier. « Je ne reçois pas d'ordre de la femme qui vient de vous sauver la vie. » Anna ne le regarda pas tandis qu'elle fouillait dans une poche cachée de son gilet et en sortait une trousse de premier secours compacte. « Asseyez-vous avant de vous vider de votre sang et de me compliquer la tâche plus qu'elle ne l'est déjà. » Bruno s'assit. La fureur qui montait en lui depuis l'explosion était une chose vivante dans sa poitrine, brûlante et exigeante. Mais sous cette fureur se cachait quelque chose de pire. La peur. Pas la peur pure d'une fusillade ou d'une embuscade tendue par des rivaux. Il comprenait ce genre de danger. C'était la peur d'un homme qui venait de découvrir que toute sa compréhension du monde était bâtie sur du sable. Anna s'agenouilla à côté de lui, inclinant sa tête pour examiner l'endroit où la balle avait effleuré son oreille. Son toucher était impersonnel, clinique. « Tu vas survivre. Ce n'est guère plus qu'une égratignure. » Elle sortit un flacon de liquide transparent de la trousse. « J'espère bien », siffla Bruno alors qu'elle versait le liquide sur la blessure. Une douleur fulgurante lui traversa le côté de la tête.
Christo, ne dramatise pas. Elle travailla rapidement, appliquant une pression avec de la gauche et mouvements précis. De si près, il pouvait voir les autres cicatrices, de fines lignes blanches sur ses avant-bras, une marque plissée sur sa clavicule qui ressemblait à une blessure de couteau. Ses mains étaient fermes malgré tout. Les siennes tremblaient. « Qui diable êtes-vous » La question sortit brute, dépouillée de tout artifice. « Je t'ai dit le tribunal, ce n'est pas une réponse. C'est une fichue histoire de fantôme que mon père racontait pour faire peur à ses subordonnés et les mettre au pas. » Anna s'assit sur ses talons, le regardant de ses yeux sombres et indéchiffrables. Pendant un instant, il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis elle retroussa à nouveau sa manche, exposant entièrement la marque de la flèche dans la faible lumière, filtrant d'un grand puits de lumière au-dessus. Ton père était intelligent. Ces histoires ont un but. Elles rappellent aux gens comme toi qu'il y a des limites. Des limites? Bruno rit amèrement. Je dirige 6 pâtés de maison. J'emploie 200 hommes. Je brasse 3 millions d'euros par an dans mes affaires. Et tu me dis que j'ai des limites? Tu es une aube, dit Anna, sa voix empreinte d'une certitude absolue. L'une des 47 en Italie seulement. Vous vous disputez des territoires comme des enfants se disputent des jouets. Vous formez des alliances, vous les rompez et vous déclenchez des guerres pour des offenses perçues. Elle suivit du doigt la flèche tatouée sur son avant-bras. Nous existons pour veiller à ce que ces guerres ne détruisent pas tout. Nous sommes les gardiens de l'ancien code, les lois qui empêchent les familles de s'autodétruire. Et cette marque vous donne le droit de quoi? De pointer des armes sur des hommes d'affaires légitimes. Cette marque, dit Anna doucement, dangereusement, me donne le droit d'exécuter n'importe quel don sans procès s'il menace l'équilibre. D'entrer chez toi, de te mettre une balle dans la tête pendant que tu dors et de sortir en sachant qu'aucun de tes soldats ne lèvera le petit doigt pour m'en empêcher. Parce que la loi est plus ancienne que ton nom de famille, plus ancienne que ta fierté et infiniment plus permanente que ton petit empire. Les mots restèrent suspendus dans l'air humide entre eux. Bruno voulait argumenter, se mettre en colère, affirmer la domination qui lui avait été retirée dans cette ruelle. Mais le visage de Luca lui revint à l'esprit. La terreur dans ses yeux lorsqu'il avait vu cette flèche, la façon dont il avait tourné son âme vers son propre don sans hésitation. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda Bruno doucement. « Exécute-moi. Tu avais ton arme pointée sur ma poitrine. Tu en avais le droit. Pourquoi suis-je encore en vie ?» Anna sourit, mais son sourire était dépourvu de chaleur. « Parce que quelqu'un vient de dépenser beaucoup d'argent pour essayer de nous tuer tous les deux, ce qui signifie que quelqu'un ne respecte plus les anciennes lois. Quelqu'un se croit plus important que le tribunal. » Elle vérifia le chargeur de son Glock volé, ce qui signifie que j'ai besoin de toi vivant pour l'instant. Quelle chance! La chance n'a rien à voir là-dedans, Bruno. Elle lui tendit à nouveau la main. Cette fois, il la prit. Sais-tu maintenant, essayons de découvrir qui vient de nous déclarer la guerre. Selon toi, qu'est-ce qui motive quelqu'un comme Anna Moore? Le devoir envers le code ou quelque chose de plus sombre qu'elle n'est pas prête à admettre? Partage tes théories ci-dessous. Ils avancèrent en silence dans les tunnels, et quelque part dans l'obscurité entre deux jonctions, l'esprit de Bruno commença à remuer des souvenirs qu'il avait enfouis depuis des années. Des histoires racontées avant de dormir, des avertissements chuchotés par des vieillards au sujet de Gras, le nom que son père invoquait lorsque les négociations tournaient mal et que les esprits s'échauffaient. « La FIA Monténégro », dit soudain Bruno, sa voix résonnant sur les pierres anciennes. « Il y a 5 ans, le massacre de Kovetch. » Anna continua d'avancer sans faiblir, mais ses épaules se raidirent. « Continue de marcher. Mon père a reçu un appel au milieu de la nuit. J'avais 23 ans, je m'occupais déjà des recouvrements, pensant comprendre le métier. » Les souvenirs de Bruno se cristallisaient à présent. Des détails qu'il avait considérés comme exagérés prenaient soudain une terrible clarté. Il est devenu blanc. Vraiment blanc. Je ne l'avais jamais vu effrayé auparavant. Il m'a dit que la flèche avait été tuée au Monténégro, qu'un complexe entier avait brûlé avec elle à l'intérieur. Ton père avait de bonnes informations. La voix d'Anna était neutre, ne laissant rien transparaître. Il a ouvert une bouteille de Château d'Im 1947, celle qu'il avait gardée pour mon mariage. Nous l'avons bu cette nuit-là, et il m'a raconté des histoires. Bruno pouvait encore sentir le goût de ce vin,
se souvenait encore de la façon dont les mains de son père avaient tremblé en versant le vin, lorsqu'il lui avait parlé d'une femme qui était entrée dans le domaine de la famille Cerno pendant un mariage et avait tué l'aube lors de la réception de sa propre fille, qui avait négocié la paix après la guerre romano-castellano en exécutant les deux chefs de famille dans la même heure, qui avait autrefois nettoyé tout un étage du Grand Hôtel Milano sans tirer un seul coup de feu. Anna s'arrêta à un autre croisement, vérifiant les deux passages avant de choisir celui de gauche. Ton père avait un don pour raconter des histoires. Il disait que tu étais un mythe, une femme effrayante inventée par la commission pour garder les parrains ambitieux dans le droit chemin. Mais il m'a aussi fait jurer, m'a fait prêter serment par le sang que si jamais je voyais une femme avec une flèche tatouée sur le bras, je devais lui donner tout ce qu'elle demandait et prier pour qu'elle me laisse en vie. Bruno lui saisit l'épaule, la forçant à se tourner vers lui. Tu es censée être morte. Pour la première fois depuis l'explosion, le masque professionnel d'Anna se fissura. Quelque chose d'ancien et d'épuisé passa sur son visage. Je l'étais pendant 5 ans, j'étais bien morte. Je l'ai mérité. Que s'est-il passé au Monténégro? J'ai commis une erreur. Elle repoussa sa main et continua à marcher. Mais sa voix portait les échos de ce qui pouvait être un regret. La famille Kovic fournissait des armes aux séparatistes, déstabilisant la moitié des Balkans. La commission m'a ordonné de régler le problème. Je suis parti seul, comme toujours. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Alexander Kovac m'attendait. Il s'était acheté une taupe au sein du tribunal. Bruno l'a suivi, malgré lui. Les tunnels autour d'eux semblaient se refermer, comme si la pierre elle-même écoutait. J'ai tué 19 hommes cette nuit-là, continua Anna, sa voix prenant le ton creux de quelqu'un qui récite des faits à grande distance. Je suis arrivé jusqu'au bureau d'Alexander, je lui ai tiré 2 balles dans la poitrine et une dans la tête, comme dans les manuels. Mais son frère m'attendait dans la pièce voisine avec un lance-flamme et assez de C4 pour raser un pâté de maison. Elle toucha distraitement sa clavicule, cette cicatrice plissée. Je suis passé par une fenêtre à environ 40 km/h. Une chute de 3 étages dans l'Adriatique. Le complexe a explosé avant que je touche l'eau, mais tu as survécu. J'ai échoué sur une plage en Croatie avec des brûlures sur 30% de mon corps et un morceau de fer à béton dans la cuisse. Un pêcheur m'a trouvé et m'a emmené chez un médecin qui n'a pas posé de questions. Je suis resté dans le coma pendant 6 semaines. Anna rit amèrement. À mon réveil, la commission avait déjà organisé mes funérailles, déclaré mon décès et retiré ma cote. J'étais libre. Tu es donc devenue serveuse. Bruno ne parvint pas à dissimuler son incrédulité. Je suis devenu personne anonyme, normale. J'ai loué un appartement. Nous avons appris à faire des expressos. Nous avons fait comme si les cauchemars finiraient par s'arrêter. Elle lui jeta un regard et dans la pénombre, ses yeux semblaient anciens. Sais-tu ce qui clochait dans les histoires de ton père, Bruno? Quoi? Elle donnait l'impression que j'aimais ça. Tuer, la peur, le pouvoir, elle se détourna. J'étais doué pour ça. Probablement la meilleure. Mais chaque visage que j'ai abattu est toujours là quand je ferme les yeux. Toutes les veuves que j'ai faites, tous les enfants que j'ai rendus orphelins pour maintenir la paix. Sa voix s'est réduite à un murmure. Je ne voulais plus être la flèche. Je voulais juste servir du café, rentrer chez moi et n'être personne. Bruno a alors compris pourquoi son père avait semblé soulagé lorsqu'il avait appris sa mort. Non pas parce que la menace avait disparu, mais parce que quelque chose qui n'aurait pas dû exister, quelque chose qui devait exister, avait enfin trouvé la paix. Mais tu es là, a-t-il dit. Je suis là. La main d'Anna se crispa sur le Glock, car apparemment, personne ne peut prendre sa retraite dans mon métier. Pensez-vous qu'Anna puisse vraiment échapper à son passé ou était-elle destinée à être ramenée dans les ténèbres? Donnez-nous votre avis. La tour de l'horloge était abandonnée depuis les années 70, lorsque la ville s'était modernisée et avait laissé l'horloge du vieux quartier rouillé jusqu'à devenir obsolète. Anna les conduisit jusqu'au 7e étage, où les escaliers grinçaient sous leur poids, puis ouvrit une porte dont elle crocheta la serrure en 4 secondes, laissant apparaître un espace qui sentait la poussière, les pigeons et les années oubliées. Mais il était sec et haut, et les fenêtres étroites offraient une vue dégagée sur tous les accès. « Home sweet home », marmonna Anna en laissant tomber son gilet sur le sol dans un bruit métallique. En dessous,
Elle portait un simple débardeur noir imprégné d'eau, d'égout et de sueur. Bruno essaya de ne pas remarquer la façon dont elle moulait son corps, les muscles fins de ses épaules, la constellation de cicatrices qui retraçaient une histoire de violence sur sa peau. Il échoua. Elle surprit son regard et haussa un sourcil. « Tu vois quelque chose d'intéressant, Capot? Je me demande juste comment tu es encore en vie avec autant de situations périlleuses à ton actif. » Il ôta sa veste de costume ruinée, sa propre chemise collée à sa poitrine. Son oreille avait cessé de saigner, mais palpitait à chaque battement de cœur. Talent, chance, méchanceté. Anna se dirigea vers un coin où elle avait apparemment caché des provisions lors d'une précédente visite. Un sac de voyage contenant des vêtements propres, des munitions et une bouteille de vin si bon marché que l'étiquette se décollait. Elle l'ouvrit sans cérémonie, but une longue gorgée et la tendit à Bruno. « Choisis ton préféré. » Le vin avait un goût d'essence et de regret, mais c'était de l'alcool et c'était tout ce qui comptait. Bruno but une grande gorgée, sentant le vin brûler tout le long de sa gorge. Et maintenant, on va découvrir qui essaie de nous tuer. Anna s'installa sur le sol et démonta le Glock pour le nettoyer avec l'aisance d'une femme qui l'avait fait 10 000 fois. Ce n'était pas un coup de feu tiré au hasard. Des RPG en plein jour, plusieurs tireurs, une coordination militaire. Quelqu'un l'a payé très cher. Bruno la rejoignit sur le sol, si près que leurs genoux se touchaient presque dans cet espace confiné. Il la regarda travailler. La manière méthodique dont elle vérifiait chaque composant, le nettoyait, le remontait. Ses mains ne tremblaient jamais. Ça pourrait être la famille Rossi. Nous avons eu un désaccord le mois dernier au sujet de l'accès au quai. Les Rossi utilisent des voitures piégées, pas des lance-roquettes. De plus, ils n'oseraient pas toucher quelqu'un qui porte la marque. Anna leva les yeux vers lui. Non, c'est quelqu'un qui se moque des anciennes lois. Quelqu'un qui veut notre mort à tous les deux précisément à cause de ce que nous représentons, c'est-à-dire la vieille garde, le code, le système qui a empêché les familles de déchirer l'Italie pendant 3 siècles. Elle posa le Glock réassemblé et reprit son verre de vin. Cette fois, lorsqu'elle but, une partie du vin coula sur son menton. Elle l'essuya avec le dos de la main, un geste si humain que Bruno en eut le cœur serré. Quelqu'un essaie de remodeler le monde souterrain, de brûler les anciennes structures et de construire quelque chose de nouveau sur les cendres. L'architecte, dit Bruno, le nom lui venant à l'esprit. Christo, les rumeurs sont vraies. Anna redressa brusquement la tête. Tu as entendu parler de lui? Des rumeurs, rien de concret. Un nouvel acteur qui opérerait depuis Genève. On dit qu'il achète des parrains comme s'il s'agissait d'options sur actions, consolidant son pouvoir au-delà des frontières. Bruno reprit la bouteille, leurs doigts s'effleurant dans l'échange. Aucun des deux ne se retira immédiatement. Mon second, Tommaso. Il a mentionné quelque chose la semaine dernière à propos d'une offre. 10 millions d'euros anonymes pour intégrer mon territoire dans un réseau plus vaste. Et tu as dit que je lui avais dit de dégager. Je ne suis pas à vendre, Bruno serra les mâchoires. Tu penses que Tommaso m'a vendu? Je pense que l'architecte n'accepte pas qu'on lui dise non. Anna s'adossa contre le mur, l'épuisement se lisant enfin dans les rides autour de ses yeux. L'adrénaline s'estompait, laissant place à l'effondrement. Et je pense qu'il sait pour moi. Il sait que je ne suis pas vraiment morte, ce qui signifie qu'il a accès à des informations confidentielles qui devraient être impossibles à obtenir. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, se passant la bouteille. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel à travers les fenêtres étroites de nuances de sang et d'or. Les mécanismes de la tour de l'horloge grinçaient au-dessus d'eux. Des mouvements fantômes d'engrenage qui ne tournaient plus. « C'est fou », dit finalement Bruno. « Ce matin, je collectais l'argent de la protection. Maintenant, je me cache dans une tour d'horloge avec une femme morte couverte de vin qui a le goût de diluant pour peinture, tandis qu'un méchant fantôme essaye de nous effacer tous les deux. » Anna rit, un vrai rire qui transforma complètement son visage. « Bienvenue dans mon monde. Ton monde est terrible. » Oui. Elle croisa son regard et quelque chose d'électrique passa entre eux dans la lumière déclinante. Mais au moins, la compagnie s'améliore. Bruno savait que c'était une erreur, même s'il se pencha plus près. Il savait que cette femme pouvait le tuer sans sourciller. Qu'elle représentait tout ce qui était dangereux et inconnu dans le monde qu'il pensait comprendre.
Mais ses lèvres étaient là, tachées de vin et courbées dans le fantôme de ce sourire, et il avait déjà vécu la pire journée de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise décision de plus? Ne fais pas ça, murmura Anna, mais elle ne s'éloigna pas. Pourquoi pas? Parce que je suis le tribunal et que tu n'es qu'un capot pour l'instant, dit Bruno, sa main trouvant la courbe de sa mâchoire. Je me fiche de ce que nous sommes. Son baiser avait le goût du vin bon marché et du danger. L'aube arriva trop vite, se répandant à travers les fenêtres de la tour de l'horloge et illuminant l'erreur qu'ils avaient commise quelque part entre la deuxième bouteille de vin et le moment où Anna l'avait tiré sur le sol poussiéreux. Bruno se réveilla avec son couteau contre sa gorge et son corps pressé contre son dos, tous ses muscles tendus et prêts à bondir. Il lui fallut 3 secondes pour se rappeler où elle était, qui il était. « Désolé, murmura-t-elle en retirant la lame. C'était un réflexe. Rappelle-moi de ne jamais te surprendre le matin. » Bruno s'assit, son corps répertoriant une douzaine de nouvelles douleurs qui s'ajoutaient à celles de la veille. Son oreille lui faisait mal, mais sa fierté lui faisait encore plus mal. Anna était déjà habillée, son masque professionnel fermement remis en place, comme si la nuit précédente n'avait été qu'une hallucination. Peut-être que c'était le cas. Peut-être avait-il imaginé la façon dont elle avait murmuré son nom dans l'obscurité, la vulnérabilité qui avait fissuré son armure pendant ces quelques heures. En la regardant maintenant, froide et concentrée alors qu'elle vérifiait ses armes, cela semblait impossible. « Nous devons prendre contact, dit-elle sans préambule. Découvrir qui coordonne les opérations contre nous. Ton second, Tommaso. Tu lui fais confiance. » Bruno aurait voulu répondre oui sans hésiter. Tommaso était à ses côtés depuis 8 ans. Il avait pris une balle pour lui à Naples. Il était le parrain de son neveu. Mais la confiance était une monnaie qui s'était considérablement dépréciée au cours des dernières 24 heures. Je lui faisais confiance. Ça suffit. On va l'utiliser pour envoyer un message à la hiérarchie. On verra qui mordra à l'hameçon. Anna lui lança un téléphone jetable qu'elle avait dans son sac. Appelez-le. Dites-lui que vous êtes en vie et que vous avez besoin d'être exfiltré. Ne me mentionnez pas. Le téléphone sonna 4 fois avant que Tommaso ne réponde d'une voix encore endormie, ou pire. Pronto, c'est moi. Silence. Bruno Cristo, on a cru que l'explosion, où es-tu? Dans un endroit sûr. Tommy, je veux que tu viennes à Piazza del Mercato, La Fontaine. Dans 1 heure. Bruno garda une voix calme, observant le visage d'Anna pour y lire ses pensées. Elle ne lui donna aucun indice. Et Tommy? Personne d'autre. Tu comprends, c'est ici? Dans 1 heure, d'accord. Bruno, Dieu merci, tu es en vie. Le soulagement dans la voix de Tommaso semblait sincère. Il l'était probablement, mais cela n'avait plus aucune importance. Ils empruntèrent des chemins différents pour se rendre à la place du marché. Anna suivait à 50 mètres derrière. Un fantôme vêtu d'une veste empruntée et de lunettes de soleil. La foule matinale était déjà dense. Des ménagères marchandaient les produits frais. Des touristes photographiaient de la fontaine baroque et des vendeurs proposaient tout et n'importe quoi, de la mozzarella fraîche au sac à main contrefait. La vie normale continuait sa danse tandis que, sous-jacente, le monde que Bruno connaissait s'effondrait. Il aperçut Tommaso à la fontaine pile à l'heure. Son second semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son apparence habituellement impeccable avait laissé place à des vêtements froissés et des yeux injectés de sang. Lorsqu'il vit Bruno, son visage s'illumina d'un tel soulagement que Bruno se sentit coupable de l'avoir douté. Don Quaresma, Tommaso l'embrassa, selon la tradition, sur les 2 joues. « Nous avons cherché partout. La tratteria a disparu. Tes hommes, la plupart sont morts ou dispersés. Qui a fait ça? C'est ce que je dois découvrir. » Bruno s'écarta, étudiant le visage de son ami. « L'offre dont tu m'as parlé la semaine dernière, celle de l'acheteur anonyme, tu l'as acceptée? » Quelque chose passa dans les yeux de Tommaso. Quelque chose qui pouvait être de la peur ou de la culpabilité. « Don Quaresma, jamais je ne ferai ça. Tu l'as accepté? » La voix de Bruno prit le ton qu'il utilisait quand quelqu'un était sur le point de perdre ses doigts. « Il a dit que tu étais fini, que les anciennes méthodes étaient dépassées, que je devais m'adapter ou mourir avec toi. » Les mots de Tommaso se succédaient plus rapidement, désespérés. 10 millions, Bruno. 10 millions pour des informations, pour un accès. J'ai 3 enfants, une femme, une mère atteinte d'un cancer. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Bruno le comprit alors.
Le froid avec lequel Anna devait certainement vivre chaque jour. La certitude que les gens choisiraient toujours la survie plutôt que la loyauté lorsqu'ils seraient suffisamment pressés. Tu étais censé être mon frère. Je suis désolé. Tommaso pleurait maintenant, des larmes traçant des sillons dans la barbe naissante sur ses joues. Je suis vraiment désolé, mais il est partout. Il possède tout le monde. Tu ne peux pas le combattre. Personne ne le peut. Qui est-il? Bruno attrapa Tom Tommaso par le col et le tira vers lui. Donne-moi un nom. Mais le regard de Tommaso s'était déplacé, fixant quelque chose derrière Bruno. Son visage passa instantanément du chagrin à la terreur. Bruno court. La Mercedes noire déboula dans la piazza à 110 km par heure, renversant les passants comme des quilles. Bruno vit le canon sortir de la lunette arrière. Un Uzi matte black qui tirait déjà avant que son cerveau n'ait pu analyser le danger. Il se jeta sur le côté, entraînant Tommaso avec lui, tandis que la fontaine explosait dans un jaillissement de pierre et d'eau. Les balles déchiquetèrent les pavés où ils se tenaient, tracèrent une ligne à travers les étals des marchands, plongeant la foule dans un chaos hurlant. Anna apparut de nulle part, le Glock aboyant 2 fois. Le pneu avant de la Mercedes explosa, envoyant le véhicule dans un tête-à-queue. Elle était déjà en mouvement, attrapant le bras de Bruno et le tirant vers la ruelle étroite entre la boucherie et la librairie antique. Derrière eux, la Mercedes percuta un étal de fruits et légumes. Des oranges roulèrent sur la place comme des planètes lumineuses. Bouge. Anna le poussa en avant alors qu'un deuxième véhicule, une camionnette noire, arrivait au coin de la rue. Ils avaient localisé le téléphone. « Allez, allez, allez !» Bruno courut, les poumons en feu. Le visage trahi de Tommaso s'estompait déjà dans sa mémoire. Derrière eux, les tirs d'armes automatiques transformèrent le marché matinal en abattoir. Et quelque part dans le chaos, l'architecte observait, riait, les éliminant un à un. Ils coururent jusqu'à ce que les cris s'estompent, jusqu'à ce que les sirènes convergent vers la place du marché depuis 3 directions, jusqu'à ce qu'Anna les entraîne dans un entrepôt abandonné qui sentait l'huile de moteur et la rouille vieille de plusieurs décennies. Bruno s'effondra contre un pilier en béton, la poitrine haletante, le corps tout entier tremblant sous l'effet de l'adrénaline et de quelque chose de plus sombre. La rage. Une rage pure et incandescente face à la trahison, à l'impuissance, à voir son monde se désintégrer balle après balle. 8 ans, allaita-t-il. Je lui ai fait confiance pendant 8 ans. Anna vérifiait les environs, balayant les coins avec son Glock avec une efficacité professionnelle. Satisfaite de voir qu'ils étaient seuls, elle baissa son arme et se tourna vers lui. « Bienvenue à la fin de la loyauté, la spécialité de l'architecte. Il trouve le prix que tout le monde est prêt à accepter et le paye avant même que vous ne sachiez que vous êtes à vendre. Tommaso avait des enfants, une famille. J'étais sa famille. » Bruno frappa le pilier du poing. Je sentais ma peau se déchirer, accueillant la douleur parce que c'était quelque chose de concret dans un monde devenu liquide. J'aurais donné ma vie pour lui. C'est pour ça qu'il t'a vendu, parce qu'il savait que tu ne comprendrais jamais. Anna s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Les hommes comme Tommaso ne pensent pas en termes d'honneur ou de code. Ils pensent en termes de survie. L'architecte lui a offert une bouée de sauvetage alors que ton bateau coulait. Bien sûr, il l'a accepté. Et qu'aurais-tu fait? Bruno se retourna vers elle, du sang coulant de ses jointures. Si quelqu'un t'avait proposé le même marché, j'aurais mis une balle dans sa tête et pris l'argent quand même. Le sourire d'Anna était aussi tranchant que du verre brisé. Mais je ne suis pas comme la plupart des gens. Je suis la chose qui fait se réveiller la plupart des gens en hurlant. Ces mots auraient dû être perçus comme une menace. Au lieu de cela, ils lui ont semblé être la première chose honnête que quelqu'un lui ait dite depuis des jours. Bruno a ri, un rire sans humour. Tu sais ce qui est le pire? Je n'ai plus rien. Plus de territoire, plus d'hommes, plus d'argent. L'architecte a tout pris en 24 heures. Je ne suis plus un Don. Je ne suis même plus un copeau. Je ne suis qu'un type en costume déchiré qui se cache dans un entrepôt avec une femme morte. Tu es en vie, dit Anna doucement. C'est plus que Luca peut en dire. Plus que Marco ou Stefano. Plus que la douzaine de civils qui se sont retrouvés pris entre 2 feux parce que l'architecte voulait faire passer un message. Quel message? Que l'ancien monde est révolu,
Que les hommes comme toi et les institutions comme la mienne sont obsolètes. Que le pouvoir appartient à ceux qui sont prêts à tout brûler pour s'en emparer. Elle rangea le Glock dans son étui et se plaça juste en face de lui. La question est donc, Bruno Corisma, vas-tu te laisser faire et le laisser gagner? Ou vas-tu te battre, mais avec quoi? Bruno écarta les mains. Je ne suis plus personne maintenant. Tu es l'homme qui m'a regardé dans les yeux, un pistolet pointé sur la poitrine, sans broncher. L'homme qui a traversé le feu avec moi au lieu de me jeter au loup pour sauver sa peau. L'homme qui m'a embrassé hier soir comme si j'étais une femme et non une arme. La voix d'Anna s'adoucit légèrement. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui mérite qu'on bâtisse un empire autour de lui. Bruno scruta son visage, cherchant la manipulation, l'angle. Mais tout ce qu'il vit, c'était une fatigue qui correspondait à la sienne et quelque chose qui pouvait être du respect. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous l'avez dit vous-même. Je ne suis qu'un flic. Tu pourrais partir maintenant, disparaître dans la vie civile que tu t'es construite. Laissez l'architecte et moi nous entretuer pendant que tu sers des expressos et prétends que les cauchemars vont s'arrêter, parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Anna serra les mâchoires. L'architecte ne s'arrêtera pas à toi, à la commission ou à une seule famille. Il veut refaire tout le monde souterrain à son image. Et cette image n'inclut ni règles, ni codes, ni prétention d'honneur. Il n'y a que l'argent, la violence et le pouvoir pour le pouvoir. Le monde qui remplacera celui que j'ai imposé sera bien pire. Il s'agit donc de protéger le système. Non. Elle leva la main et toucha l'endroit où son oreille était encore en train de cicatriser. Ce geste était tendre, en contradiction avec tout ce qu'elle représentait. Il s'agit de protéger la possibilité que les hommes puissent être plus que des monstres, qu'il puisse y avoir des règles, même dans l'obscurité, que l'honneur puisse avoir un sens, même s'il ne s'agit que de l'honneur entre voleurs. Bruno attrapa son poignet et le tint doucement. Si je fais cela, si je riposte, si je reprends mon territoire, si je pars en guerre contre l'architecte, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi, pas en tant que tribunal, pas en tant que Laretia, en tant qu'Anna. Et qu'offres-tu en échange? Tout ce que je suis, tout ce que je deviendrai. La voix de Bruno était désormais ferme. Le tremblement avait disparu, remplacé par quelque chose forgé dans le feu des 2 derniers jours. Je te promets, non pas à la marque, non pas à la commission, mais à toi, que si je reconstruis, je le ferai avec honneur. Pas d'extorsion de serveuse, pas de victimes civiles, pas de trahison. Je serai l'aube que mon père aurait dû être au lieu de celle qu'il a été. Anna scruta son visage pendant un long moment. Puis, lentement, elle acquiesça. D'accord, Bruno, je t'aiderai à reprendre ton trône. Mais quand tout cela sera terminé, quand l'architecte sera mort et enterré, tu disparaîtras pour de bon cette fois. Pas de tribunal, pas de commission, pas d'appel dans la nuit. Bruno la serra contre lui, leurs fronts se touchant. Tu auras ton café, ton anonymat et ta tranquillité. Marché conclu. Elle l'embrassa une fois, brièvement et fougueusement. Maintenant, allons tuer un dieu. La Villa Constantina trônait sur une colline surplombant la ville comme une couronne sertie de pierres précieuses. Son excès baroque, un monument à la richesse accumulée au cours de 3 siècles de sang versé. Ce soir-là, elle accueillait la réunion qui allait remodeler le monde souterrain italien. 12 familles, leurs parents, se réunirent dans la grande salle de bal pour assister à la revendication par l'architecte de la domination sur tout ce que leur père et leur grand-père avaient construit. Bruno et Anna s'approchèrent par l'est à travers des vignobles entretenus depuis la Renaissance, tandis qu'elle se déplaçait comme de la fumée à travers les roses, son équipement tactique emprunté la rendant presque invisible dans l'obscurité. Bruno la suivait, ayant troqué son Armani en lambeaux contre une tenue de combat noire qui lui donnait l'impression d'être un imposteur. Mais le Beretta qu'il tenait dans sa main lui semblait parfait. La vengeance lui semblait parfaite. 2 gardes à l'entrée des domestiques, murmura Anna, sa voix crépitant dans l'oreillette qu'elle avait obtenue d'un contact qui ne lui avait posé aucune question. « Je prends de la gauche, tu prends de la droite. » Silence! Ils se déplaçaient en synchronisation, une danse qu'ils avaient perfectionnée au cours de 2 jours de guerre. Le garde de Bruno tomba d'une balle dans la tête, tirée avec professionnalisme et précision. Celui d'Anna mourut sans un bruit, son couteau aussi efficace qu'un chirurgien.
Ils traînèrent les corps dans l'ombre et continuèrent d'avancer. L'intérieur de la villa était tout en marbre et en culpabilité. Une fresque de la Renaissance représentant des anges et des démons engagés dans un combat éternel, comme c'était approprié. Ils montèrent l'escalier de service. Anna compta les portes jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau du balcon, surplombant la salle de bal. À travers les balustrades ornées, Bruno pouvait voir le rassemblement en contrebas. 12 parrains, les hommes les plus puissants d'Italie, assis à une table circulaire. Son territoire, ce qui avait été son territoire, était représenté par Tommaso, qui était assis, la tête baissée comme un pénitent à l'église. Et à la tête de la table, sur une chaise qui ressemblait plus à un tabouret qu'à un siège, était assis l'architecte. Il était plus jeune que Bruno ne l'avait imaginé, 40 ans, peut-être 45, avec un visage qui semblait plus à sa place dans une salle de réunion d'entreprise que dans un empire criminel. Costume coûteux, aucune arme visible, cheveux foncés grisonnants sur les tempes. Il ressemblait à quelqu'un qui vendait des fonds spéculatifs, pas des âmes. « Voyez un gentleman », disait l'architecte, sa voix portant facilement dans l'acoustique baroque. « Ce soir, nous enterrons le passé, la commission, le tribunal, les codes qui ont étouffé le progrès pendant des générations. Tout cela prend fin ici. Ce qui prendra sa place, c'est une organisation fondée sur l'efficacité, le profit et la compréhension que les sentiments sont l'ennemi du succès. » Anna, mégalomane, respirait à côté de Bruno. Elle assemblait un fusil de sniper avec une rapidité experte. Chaque pièce s'emboîtait à sa place à mon signal. « Je m'occupe de lui. Tu t'occupes du sol. Quiconque lève une arme est une cible légitime. Je connais la moitié de ces hommes depuis toujours. Ils auraient dû faire un meilleur choix. » Anna chargea son arme. 3, 2, elle n'arriva pas à 1. Le lustre explosa au-dessus de la table, faisant pleuvoir des cristaux et semant le chaos. Le fusil d'Anna aboya une fois, 2 fois, 3 fois, pas sur l'architecte, mais sur les positions cachées où ses tireurs d'élite étaient postés. Des corps tombèrent des galeries supérieures comme des anges brisés. Bruno sauta par-dessus la balustrade du balcon, faisant une chute de 4,5 mètres pour atterrir sur la table, ses bottes écrasant la porcelaine fine alors qu'il levait son beretta. « Bonsoir, messieurs, » annonça-t-il. « Je vous ai manqué. » La salle s'embrassa. Les gardes de l'architecte surgirent de derrière les rideaux, des portes, des ombres dont Bruno ignorait l'existence. Au moins 20 hommes armés, tous convergeant vers la table. Mais Anna se déplaçait déjà le long du balcon, son fusil chantant sa chanson mortelle. Elle se déplaçait comme l'eau, comme la fumée, comme la légende qu'elle avait été. Chaque tir était une condamnation à mort prononcée avec une précision chirurgicale. Bruno plongea de la table alors que les balles déchiquetaient l'endroit où il se tenait. Il roula, se releva en tirant, mais abattit un garde en costume coûteux. Les gardes se dispersaient, certains plongeant pour se mettre à couvert, d'autres sortant leurs propres armes. Tommaso criait quelque chose, peut-être des excuses, peut-être des prières. Bruno lui tira une balle dans l'épaule. Ce n'était pas un tir mortel, mais suffisamment proche pour envoyer un message. L'architecte n'avait pas bougé de son trône. Il était assis, observant le carnage avec l'expression d'un homme regardant une partie d'échecs moyennement intéressante. Son sang-froid vola en éclats quand Anna se laissa tomber du balcon comme un ange vengeur, atterrissant en position accroupie à 3 mètres de lui. « Bonjour, femme morte, dit-il. Je t'attendais. Alors tu sais comment ça va finir. » Le fusil d'Anna était pointé sur son cœur. « Vraiment? » L'architecte sourit. « Vous êtes en infériorité numérique, vous avez moins d'armes, vous vous battez pour un monde qui a déjà disparu. Le code que vous protégiez est mort avec vous au Monténégro. Je ne fais que ramasser les cendres. Alors laissez-moi vous rappeler, dit Anna en retroussant sa manche pour révéler la marque en forme de flèche. Pourquoi on m'appelait la flèche? Elle appuya sur la détente. La balle l'atteignit en plein cœur. L'architecte regarda la tache rouge qui s'étalait avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Puis il rit, le sang bouillonnant entre ses dents. « Gilet pare-balles. Tu pensais vraiment? » Le tir de Bruno l'atteignit à la tête. Le crâne de l'architecte se brisa. Son trône coûteux devint soudain un cercueil très coûteux. Le bruit de son corps heurtant le marbre résonna dans le silence soudain. Dans la pièce, les armes s'abaissèrent. Les gardes restants se regardèrent les corps, regardèrent la marque révélée d'Anna. Un par un,
Ils lâchèrent leurs armes et reculèrent. La vieille loi écrite dans le sang et la terreur avait finalement encore du poids. Anna se tourna vers l'aube naissante, son fusil baissé, mais prêt. « Messieurs, le tribunal est levé. Rentrez chez vous. Reconstruisez. Souvenez-vous de ce qui arrive quand vous oubliez les règles. » Ils partirent. Même Tommaso, serrant son épaule ensanglantée, tituba vers la sortie sans se retourner. Lorsque la pièce fut vide, à l'exception des morts, Bruno s'approcha d'Anna. « C'est fini pour l'instant? » Elle était déjà en train de démonter le fusil, les mains fermes malgré la violence, jusqu'à ce que la prochaine personne décide qu'elle est plus importante que le système, et vous serez là pour l'arrêter. Anna le regarda. Elle le regarda vraiment et lui adressa ce sourire dangereux. « Non, c'est votre travail maintenant, Don Quaresma. Je suis à nouveau à la retraite. Pour de vrai cette fois. »« Bien sûr, » dit Bruno, mais lui aussi souriait. 7 jours après la Villa Constantina, Jab Brunosma marchait dans des rues qui connaissaient à nouveau son nom. Les vendeurs lui faisaient signe de la tête lorsqu'il passait. Les commerçants lui souriaient. De jeunes hommes en costume coûteux le suivaient à distance respectable. Ces nouveaux gardes du corps avaient été choisis non pas pour leur loyauté envers l'argent, mais pour leur adhésion à un code qu'il apprenait encore à respecter. Le quartier connaissait un nouveau départ, et cette fois, il serait différent. Il le fallait. La reconstruction avait été rapide. Les biens de Tommaso avaient été saisis. Les familles qui s'étaient rangées du côté de l'architecte avaient été amenées à se repentir ou éliminer. Celles qui se souvenaient des anciennes coutumes avaient été accueillies à nouveau dans le giron. Bruno avait passé 72 heures dans des réunions interminables, des négociations qui ressemblaient davantage à des aveux, à restructurer un empire qui fonctionnerait autrement que par la pure intimidation. C'était épuisant, mais c'était nécessaire. C'était ce qu'il lui avait promis. Le Trotter Veya était déjà en reconstruction. Des échafaudages recouvraient les dégâts causés par l'explosion comme des bandages d'acier. Mais l'entrée principale était ouverte, et Bruno pouvait voir à l'intérieur des ouvriers restaurer les magnifiques vitraux que sa mère avait commandés. Tout serait à nouveau intact. Tout serait à nouveau intact avec le temps. Il poussa la porte, respirant l'odeur du plâtre frais et de l'espresso. Le propriétaire, un vieil homme nommé Juspe, qui tenait l'établissement depuis avant la naissance de Bruno, leva les yeux de derrière le comptoir provisoire et sourit. « Donne-moi, bienvenue, bienvenue. J'espérais que vous viendriez. » Les mains de Joseph tremblaient légèrement tandis qu'il faisait un geste vers l'espace. Les réparations avancent. Encore 1 mois, peut-être 2, et nous serons à nouveau magnifiques. Mieux qu'avant. Je suis content, Joseph. Envoie-moi la facture. J'ai tout vu. Bruno s'avança dans le restaurant, ses yeux scrutant cet espace familier rendu étranger par la destruction et la rénovation. La serveuse qui travaillait ici. Anna, est-elle là? Quelque chose passa sur le visage buriné de Joseph. De la tristesse peut-être, ou de la compréhension. Ah non, Don Kuzma. Elle est partie il y a 3 jours. Elle a donné son préavis de manière très professionnelle. Elle a dit qu'elle déménageait sur la côte. Elle n'a même pas demandé son dernier salaire. Il se pencha sous le comptoir et en sortit un tablier blanc plié, taché de café et marqué par des années de service. Elle a laissé ça. Elle a dit, « Si tu venais me le demander, je devrais te le donner. » Bruno prit le tablier avec des mains qui tremblaient légèrement. Il était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il attendait avec quelque chose glissé dans la poche. Il y plongea la main et en sortit une simple carte blanche avec des mots écrits à la main. Il l'avait regardé remplir des commandes de boissons des centaines de fois avant de savoir de quoi ses mains étaient capables. Ne me fais pas revenir. C'était tout. Pas de signature, pas d'adresse de réexpédition, pas de promesse de rester en contact ou de le revoir. Juste un avertissement enveloppé dans une menace enveloppée dans quelque chose qui aurait pu être de l'affection. C'était de la chose la plus sana qu'il puisse imaginer. Et malgré tous les cadavres, les trahisons, la guerre qu'ils avaient menée ensemble, Bruno sourit. Dans Kesma, Joseph le regardait avec inquiétude. « Ça va? »« Je vais bien. » Bruno plia soigneusement le mot et le glissa dans la poche de sa veste, au-dessus de son cœur. « En fait, Juicy, je vais mieux que bien. Tu peux me faire un espresso? » Comme elle le faisait. Extra amer. Bien sûr, bien sûr. Le vieil homme se précipita vers la machine. Une chorégraphie rodée depuis des décennies. Tu sais, elle était étrange. Anna ne parlait jamais beaucoup,
ne souriait jamais, mais elle faisait le meilleur café du quartier, et elle ne se laissait jamais intimider par personne. Je me souviens qu'une fois, un jeune voyou a essayé de l'agresser. C'était il y a environ 2 mois, et elle l'a plaqué au sol, les bras derrière le dos, avant même qu'il ait eu le temps de cligner des yeux. J'étais sûr qu'elle avait fait son service militaire ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, acquiesça Bruno doucement. L'espresso était parfait, amer et fort, exactement comme dans ses souvenirs. Il se tenait debout devant le comptoir provisoire, le buvant lentement, regardant la rue où tout avait changé. Où une serveuse était devenue une exécutrice, puis était redevenue un fantôme, où une aube était morte et avait renaît sous la forme de quelque chose qui, avec le temps et les efforts, pourrait devenir un homme digne de ce nom. Son téléphone vibra. Des messages de lieutenants, de comptables, des centaines de demandes liées à la gestion d'un empire. Mais Bruno les ignora encore un instant, savourant son café et le souvenir d'une femme qui lui avait sauvé la vie et lui avait appris que le pouvoir sans honneur n'était que de la violence couronnée. Quelque part, Anna buvait un café dans un café en bord de mer, observant les touristes et menant la vie anonyme qu'elle avait méritée à 2 reprises. Elle n'était personne, elle n'était rien, elle était libre. Et Bruno ferait en sorte qu'elle le reste. Il finit son espresso, posa la tasse avec le clic décisif d'un homme qui prend une décision et se tourna vers Jeppe. Quand cet endroit rouvrira, je veux une table réservée en permanence. Le coin, près de la fenêtre, là où elle prenait ses pauses. Personne ne s'assoit jamais là. Compris. Voyez avec le donateur. Ce sera fait. Bruno ressortit dans la lumière du soleil. Ses nouveaux gardes du corps se mirent en marche derrière lui. Le quartier s'étendait devant lui. Brisé, mais en voie de guérison. Violent, mais soumis à des règles qui pouvaient désormais avoir un sens. Il avait du travail à faire, un empire à reconstruire, un code à faire respecter, une promesse à tenir. Et quelque part au fond de son esprit, le souvenir d'un pistolet pressé contre son cœur et d'une voix murmurant 4 mots qui avaient tout changé. Ne me mets pas au défi, Bruno. Il ne le ferait pas. Plus jamais. La morale qui se dégage de cette histoire est simple mais percutante. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle. Il réside dans le choix d'exercer son autorité avec honneur, même lorsque personne ne regarde. Bruno a appris que la peur crée des sujets, mais que l'intégrité crée des leaders. Et parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui choisit la clémence alors qu'elle pourrait choisir la violence. Anna incarnait cette leçon. Elle avait la marque, le droit d'exécuter sans poser de questions. Pourtant, elle utilisait ce pouvoir avec parcimonie, le réservant à ceux qui menaçaient l'équilibre. En fin de compte, le code a survécu non pas parce qu'il était imposé par la peur, mais parce que quelqu'un croyait qu'il valait la peine de mourir pour lui et de vivre pour lui. Au revoir.